Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Nathalie Genest-Roufiac, archiviste paléographe, diplômée de l'école des Chartes et docteur en histoire de l'école pratique des hautes études, chef du service historique de la défense, le SHD, de 2021 à 2024. Et elle est actuellement donc directrice du musée national de Port-Royal des Champs. Vous avez dirigé, Nathalie Genest-Roufiac, donc avec Vladimir Trouplin, l'ouvrage que nous présentons, Les Compagnons de l'Ombre, les services spéciaux français face à l'histoire 1940-1945, paru aux éditions Histoire et Collection en 2021. Il retrace l'épopée des 50 membres de ces services spéciaux qui perdirent la vie dans la lutte contre l'envahisseur nazi et dont l'engagement et le sacrifice furent récompensés par l'attribution de la Croix de la Libération. Ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à ce sujet, car en 2013, avec Stéphane Longuet, vous avez publié un dictionnaire historique des réseaux de résistance de la France combattante. Les Compagnons de l'Ombre, c'est rappeler que l'action clandestine et de renseignement de la France libre apporta, au prix de sacrifices immenses, une contribution décisive pour permettre au général de Gaulle et à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs en 1945, et enfin rappeler que le PCRA du colonel Passy, né à Londres en juillet 1940, est l'ancêtre de la DGSE, dont les personnels militaires depuis 2018 portent la fourragère vert et noir de l'Ordre de la Libération. Et c'est bien pour tout cela que cette conférence sera utile et passionnante. Alors bonjour et bienvenue à la Fondation de la France Libre, chère Nathalie Genest-Roufiac. Merci beaucoup à vous. Je vais essayer de parler assez fort pour ne pas avoir besoin de tirer trop les micros par ici. C'est toujours un grand plaisir que d'avoir l'occasion d'évoquer le parcours et le sort de ces compagnons. Et évidemment, ça a un sens tout particulier ici ce soir avec vous. Cet ouvrage est à la fois un produit qui nous a été demandé parce que justement la DGSE était dans une phase de redécouverte de son passé et des valeurs autant que des hommes et des figures de ce passé, mais aussi parce que il y avait une nouvelle orientation dans la réflexion sur le lien entre l'ordre de la libération et les services spéciaux. Alors l'ordre de la libération, il faut juste que je me rappelle où je dois appuyer. Voilà. L'ordre de la libération, je me permets, juste à titre de rappel, de rappeler que c'est un ordre que le général de Gaulle crée à Brazzaville le 16 novembre 1940, dans la mesure où il n'est évidemment plus ni en position, mais également pas dans la volonté de pouvoir accorder la Légion d'honneur, qui évidemment est restée à la main des autorités, sinon légitimes, disons, en place en France, à savoir l'État français. Donc le général de Gaulle va faire mettre en place un nouvel ordre national qu'il conçoit comme étant une forme de chevalerie exceptionnelle, c'est le terme qu'il utilise, et qui présente des particularités très fortes. Et en premier lieu, le fait que cet ordre n'a pas de degré, mais qu'il n'y a qu'un seul type de membre de l'ordre, les compagnons. Cette idée de compagnonnage, d'égalité dans l'ordre est quelque chose auquel le général restera toute sa vie extrêmement attaché. Ce qui fait aussi sa particularité, c'est que l'ordre sera forclus et fermé donc dès la libération, et qu'il n'y aura pas de compagnons de la libération nommés après la libération de la France. Et donc nous sommes sur un nombre au total de 1036 compagnons plus Churchill et le roi d'Angleterre, 18 unités militaires et 5 communes françaises. Parmi les unités militaires ne figurent pas les services spéciaux français. Les services ne figurent pas tout simplement parce que, pour ceux qui sont un peu familiers des règles administratives militaires, pour pouvoir être qualifié unité combattante et donc recevoir aussi le titre de compagnon, il faut être unité formant corps, ce qu'un service administratif comme a pu l'être le BCRA, puis la DGER ou la DGSS n'était pas.
Et plus encore que la question de rester dans l'ombre, c'est la raison pour laquelle il a fallu le travail d'un certain nombre d'historiens sur les services spéciaux pour réaliser que finalement, chaque fois qu'on travaillait sur les services spéciaux pendant la guerre, eh bien le nombre de compagnons apparaissait très nombreux et très systématiquement. Et c'est ainsi que le lien entre l'ordre de la libération et les services spéciaux est apparu. Ce qui est assez naturel dans le fait qu'il y ait autant de compagnons parmi les services spéciaux et notamment parmi les services du commandant Passy, c'est que si l'ordre n'a jamais officiellement annoncé quels étaient les critères d'attribution du titre de compagnon, on sait bien qu'il y en a deux qui sont très marquants. Le premier, c'est d'avoir combattu au risque de sa vie. Et là, les services spéciaux on aura l'occasion d'y revenir, particulièrement exposés et ont particulièrement payé cher le prix de leur engagement. Et la deuxième chose, c'est très clairement le fait d'être dans un engagement précoce au profit de la France avec un grand F, ce qui veut dire de la cause gaulliste, et par conséquent c'est évidemment surtout les premiers qu'on a retrouvés auprès du général de Gaulle à Londres que l'on va retrouver parmi les compagnons. Alors j'amène tout de suite une nuance, il y a quelques compagnons qui ont rejoint la France-Cible plus tardivement, et dans le cas des services spéciaux, il y a même quelques services spéciaux issus des services de renseignement nés de l'armistice, ou ceux qui ont survécu à l'armistice, mais très globalement, quand on parle des compagnons issus des services spéciaux, on parle évidemment des services de la France libre à Londres et sur le territoire, parce que c'est, je crois, une des choses que l'ouvrage a permis de montrer, c'est que le BCRA, ça n'est pas que Londres, c'est avant tout la présence sur le territoire et un rapport très dynamique à la résistance intérieure et à la résistance intérieure. Alors, pour revenir à cet ouvrage, nous l'avions pensé comme un hommage aux compagnons décédés pendant la guerre, ceux qui ont fait une lecture un petit peu particulière dans la mesure où c'est une succession de biographies et qu'on nous a même demandé pourquoi on n'en aurait pas rajouté une où à la fin ça finit bien, mais là les 50 finissent tous mal puisque nous avons choisi ces compagnons parce qu'ils étaient décédés pendant le combat pour la libération de la France, donc c'était un parti pris. Et on a beaucoup réfléchi sur comment présenter ces compagnons. Est-ce qu'on va les présenter purement en ordre alphabétique, par ordre d'entrée dans les services, par ordre d'attribution de la croix de la libération? Et finalement, le choix qu'on a fait est différent. On a créé des regroupements thématiques en fonction des métiers du renseignement. Et en fait, ce choix qui fait que le livre est constitué de biographies introduites systématiquement par ce qui aurait dû être une courte introduction et qui est devenu un développement assez important, fait que ce livre est aussi l'histoire de la naissance des services et plus encore que la naissance des services, la naissance de l'esprit de clandestinité et de l'action clandestine. Donc finalement, ce à quoi ce que j'ambitionne ce soir, c'est plutôt de vous présenter l'histoire des services spéciaux pendant la Deuxième Guerre mondiale à travers un certain nombre de ces grands compagnons qui ont marqué l'histoire des services spéciaux. Évidemment, on ne peut pas non plus ne pas évoquer le lien entre les services spéciaux et l'esprit de clandestinité, parce que un de ceux que j'évoquerai tout à l'heure, qui est Brossolette, et qui a été un des hommes qui a le plus marqué l'histoire des services spéciaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, et aussi celui qui a probablement décrit avec le plus de justesse et de finesse ce qu'a été et ce que reste l'engagement des soutiers de la gloire au profit du combat souterrain de la France. Et ce discours de Pierre Brossolette le 21 septembre 1942 reste à l'heure actuelle pour les jeunes entrants à la DGSE un espèce de manifeste de ralliement à l'esprit de clandestinité et à l'esprit de combat qu'ont porté les compagnons du BCRA. Je me permets de vous le lire parce que je ne suis pas sûre qu'au fond vous lisiez tout bien et que c'est vraiment un texte absolument incontournable.
À côté de vous, parmi vous, sans vous le sachiez toujours, luttent des hommes. Tués, blessés, fusillés, torturés, chassés toujours de leur foyer, coupés souvent de leur famille, combattant d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'étendard, régiments sans drapeau, dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluez-les. La gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas souvent à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et meurent les hommes du combat souterrain de la France. Et c'est donc ce combat souterrain de la France et la naissance de ces méthodes que je veux partager avec vous ce soir. Si j'évoque le fait que c'est la naissance du modèle de l'action clandestine et de la modèle de services spéciaux, c'est qu'il n'en existe pas avant. Alors, très souvent, on nous dit, mais vous connaissez la vieille plaisanterie sur le fait que le renseignement est le plus vieux métier du monde, ou peut-être le deuxième, quoi qu'il faut avoir trouvé la dame d'abord, donc c'est bien le premier. Mais derrière ça, il y a une réalité qui est que si les services de renseignement militaires se sont vraiment structurés pendant la Première Guerre mondiale, on a, au moment où la Deuxième Guerre mondiale éclate, en Angleterre, une structure de renseignement extérieur qui est l'Intelligence Service, qui de toute façon continue à exister jusqu'à nos jours, mais qui n'est pas à proprement parler un service spécial, c'est-à-dire un service qui allie le renseignement et l'action avec comme fondamentaux la clandestinité. Et c'est encore plus vrai en France, où le service de renseignement militaire, qui est le deuxième bureau de l'armée de terre ou le SR de l'armée de l'air, n'est pas un service spécial, il ne mène pas d'action clandestine, même si en 1940, il parvient à survivre aux décisions de l'armistice à travers la mise en place du bureau des menées antinationales et surtout de sa composante clandestines qui sont les travaux ruraux et qui sont dirigés par le colonel Rivet avec comme homme fort de ces services le colonel Paillol. Ce qui fait vraiment la naissance des services spéciaux, c'est la création du deuxième bureau gaulliste et c'est l'engagement de cet homme qui est le colonel Henri de Wavrin. Alors André de Wavrin, qui est commandant du génie et qui est membre du corps expéditionnaire français en Norvège en avril 1940, pouvait ne pas apparaître du tout comme l'homme de la situation, dans la mesure où il n'avait jamais pratiqué le renseignement, au moment où il arrive à Londres et où il va se mettre à la disposition du général de Gaulle. Le général de Gaulle lui confie donc la création d'un deuxième bureau, donc d'un service chargé du renseignement, et Passy, pardon du terme, mais bricole la création d'un deuxième bureau avec les hommes qui l'accompagnent et qui sont souvent des anciens du corps expéditionnaire de Norvège. C'est un point qui est très important de garder en tête, c'est que les hommes du corps expéditionnaire de Norvège ont une dynamique qui est très différente de celle des services qui, eux, ont été confrontés à la défaite. Parce que les hommes de Narvik, eux, ont gagné leur guerre de 1940. Et donc ils sont dans une dynamique qui n'est pas la même que celle de beaucoup des combattants qui ont, sur le territoire français, été confrontés à la défaite. Et donc, autour d'André de Wavrin, qui bientôt va prendre comme pseudonyme celui de Passy, on va retrouver un petit nombre d'hommes qui vont, histoire de travestir leur identité et donc de protéger leur famille, prendre le nom de station de métro de la ligne 6 à Paris. Et c'est comme ça que le capitaine Raymond Lagier devient Bienvenu, le lieutenant Maurice Duclos devient Saint-Jacques, le lieutenant Alexandre Berechnikov devient Corvisart et le lieutenant Jacques Mention n'a pas le temps de rester suffisamment longtemps en vie pour prendre un nom parmi cette habitude. Ces compagnons du métro ou de la ligne 6 vont d'ailleurs faire prochainement l'objet d'une initiative portée par la section BCRA de la Fondation de la France Libre à l'initiative de la petite fille de Berechnikov et de Marie de Wavrin, qui elle est la petite fille du colonel de Wavrin, et qui vont mettre des plaques dans le métro pour rappeler l'importance de ces hommes et dans le combat de la Deuxième Guerre mondiale.
Ils sont également, ces hommes du métro de la ligne 6, ils sont rejoints par des premiers évadés de France, André Manuel, qui est quasi cofondateur des services secrets de la France libre dès septembre, le capitaine Fourcault, alias Lucas, Gilbert Renaud, dont on va rapidement reparler, le futur colonel Rémy, et puis quelques semaines plus tard, ils sont enfin rejoints par le marin Estienne d'Orve, qui devient l'adjoint de Passy, je vais également y revenir. Et très vite, ils se portent volontaires pour mener des missions en France. Mention Duclos, Corvisart, Fourcault et Roulier décident de mener des premières actions en France. C'est souvent une chose qui surprend, c'est de savoir qu'en fait, il y a déjà, dès la fin de 1940, des actions des services de la France, des actions, des missions des services de la France libre sur le territoire français. À ce moment-là, la préoccupation essentielle, c'est évidemment le renseignement. Mention passe en France dès le mois de juillet, Duclos et Berejnikov en août, leur entrée en France, leur infiltration se fait par voie maritime, mais très rapidement, l'obligation de quitter la France par l'Espagne, puis de remonter vers l'Angleterre par la voie maritime, les amène à prendre la mesure que si le renseignement doit arriver encore frais à Londres, la voie maritime n'est pas celle qui est la plus adaptée. C'est une leçon que 1940 apprendra rapidement aux hommes de la France libre. Les trois missions suivantes visent vraiment à reprendre pied en France. Il faut bien imaginer que les hommes du général de Gaulle depuis Londres n'ont plus aucun contact avec les territoires français qui viennent de passer sous l'occupation allemande. Donc Renaud s'installe en France et il y est chargé de créer le point d'ancrage permanent des services spéciaux en France à travers la confrérie Notre-Dame qui sera le bras armé permanent des services spéciaux et il porte désormais le nom de colonel Rémy. Fourcault va constituer le réseau Fleur Brutus et il mène une mission de prise de contact avec les milieux de Vichy. Parce qu'évidemment, il est très important très vite pour les Français de Londres de savoir ce qui se manigance à Vichy, parce que Vichy, c'est aussi à cette date la capacité d'avoir des contacts avec les Américains. Mais c'est surtout le réseau Nemrod qui va se mettre en place. Yann Dournik passe en France le 1er octobre, suivi de mentions que j'ai évoquées, et il est suivi ensuite par Honoré Estienne d'Orve, le 21 décembre, qui sont débarqués à côté de Plogoff. Et grâce à eux, dès le 25 décembre, le réseau Nemrod établit le premier contact radio entre la France occupée et la France libre. À partir de Noël 1940, les services de Londres sont capables de recevoir en direct les transmissions depuis leurs agents sur le territoire français. Malheureusement, d'Estienne d'Orve fait partie non seulement des premiers agents et des premiers héros de la France libre, mais aussi de ses premières victimes, puisqu'il est trahi, arrêté, et qu'il sera exécuté au Mont Valérien le 29 août 1941. La figure d'Estienne d'Orve est une figure tout à fait admirable et qui a beaucoup marqué les esprits par bien des aspects. D'abord parce que, vous le savez, au moment où il a fait le choix de déserter, c'est-à-dire de quitter son poste d'officier de marine en juillet 40 pour rejoindre De Gaulle en Angleterre, il a laissé une lettre dans laquelle il écrit que sa fidélité à la France est plus importante que sa fidélité à son poste et à l'armée constituée, et qu'il considère finalement que la légitimité du combat au profit de la France est plus important que la légalité que représente le maintien dans l'administration existante. Et ce rapport entre la légitimité et la légalité est quelque chose que les services de renseignement gardent comme étant un des éléments majeurs de leur réflexion. Et il faut savoir que le lien personnel très fort qu'il y aura entre Estienne d'Orve et le général de Gaulle est aussi lié
à ce sentiment commun qu'ils ont d'avoir franchi le Rubicon et quelque part trahi une partie de ce qui était l'esprit de respect de l'ordre établi. Et pour les deux hommes, le fait d'avoir rejoint Londres et rejoint le général de Gaulle à Londres n'est pas un fait acquis, c'est quelque chose qui restera un fait marquant. Deuxième élément très marquant dans la figure de Estienne-d'Orves, évidemment le fait qu'il est un des premiers à servir le colonel Passy et à rejoindre le colonel Passy, qui témoignera notamment que d'Estienne-d'Orves était un garçon délicieux, plein de courage et d'abnégation, un véritable saint, mais aussi peu fait que possible pour le métier de service de renseignement. Je cite là les mémoires de Passy qui dit « Il m'étonna par sa candeur, sa gentillesse à l'égard de tous était inégalable, son conformisme un peu vieillot nous faisait l'appeler Old Barrack, du nom d'une petite rue voisine qui rappelait son patronyme. Toujours gai, toujours actif, il donnait le sentiment de passer dans le temps et dans l'espace sans se laisser marquer par leur empreinte pourtant si rude. » Alors pour ce qui est de l'empreinte souvent si rude, je pense que rappeler le sacrifice consenti par Estienne-d'Orves, c'est aussi rappeler que c'est une figure très charismatique. On connaît tous cette photo absolument lumineuse du comte d'Estienne-d'Orves, est très loin de l'homme torturé que l'on voit dans la photo conservée par le musée de l'Ordre de la Libération. Mais je voulais aussi évoquer Estienne-d'Orves parce que Estienne-d'Orves, d'ailleurs souvent aux dames du général de Gaulle lui-même, fait partie des hommes qui a voulu se rapprocher des services britanniques. Mais des services britanniques, en l'occurrence, non pas l'Intelligence Service, mais les petits nouveaux qui sont et resteront les sparring partners des services français pendant toute la guerre, à savoir le Special Operation Executive, le SOE, qui est le premier, le plus important et le plus emblématique de tous les services spéciaux nés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à d'Estienne-d'Orves, dès octobre 1940, une convention va être passée entre les services de la France libre et le SOI pour que les agents du BCRA puissent bénéficier du soutien et de la formation du SOI. Alors ce SOI, il a été créé le 26 juillet 1940 sur une décision du Premier ministre lui-même, Winston Churchill, qui lui donne une vocation très simple, on connaît tous la formule, mettez le feu à l'Europe. Et donc Churchill assume totalement le fait de mener une guerre sale en donnant carte blanche à ses agents pour utiliser toutes les techniques qui permettront de combattre le Troisième Reich. Techniques qu'ils ont pu eux-mêmes découvrir, soit contre la mafia chinoise en début du siècle, soit contre l'IRA en Irlande, et qui fait que c'est ces techniques qui sont aussi des techniques de lutte contre la mafia et de lutte de contre-terrorisme que les agents du SOI vont apprendre à utiliser. Ce qui fait l'autre caractéristique du SOI, c'est qu'il est installé au cœur de Londres, parce que c'est un service qui, bien que évidemment très militaire par son action, est un service qui est aussi directement rattaché aux structures politiques, et c'est le gouvernement britannique, et c'est Churchill lui-même qui supervise l'action des services spéciaux, qui n'est pas un outil, et ce sera le cas ensuite des services spéciaux de la France libre, qui n'est déjà pas un outil de commandement, mais qui est bien un outil d'action globale, d'une guerre globale, menée autant au plan politique qu'au plan militaire. Alors le SOI s'installe à Baker Street, dont il va coloniser à peu près toute la rue. Le siège est installé au 62-64, mais l'état-major sont dans les annexes au 82, 83, 84, etc. Et depuis ce petit pôle de Baker Street, le SOI va construire une vision globale de la guerre. Le but, contrairement à ce que pourrait être le but de certains services nationaux, n'est pas de libérer un territoire, ce territoire de la France ou autre. Le but, c'est gagner une guerre globale qui est une guerre mondiale. Et pour ça, l'Angleterre, mais l'Angleterre qui a aussi l'habitude de penser à l'échelle de son empire, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, va
organiser et combiner son action avec cette vision globale, tout en s'appuyant sur une organisation par nation et en utilisant à son profit les mouvements de résistance nationale et en particulier en utilisant des agents qui sont venus rejoindre leur gouvernement en exil, à l'exemple par exemple du gouvernement polonais et évidemment de l'exemple du général de Gaulle. Et donc le SOI va se constituer avec un petit encadrement fourni par les Britanniques, mais surtout un nombre très élevé d'agents qui, eux, sont fournis par les divers pays occupés par le Troisième Reich. Et donc, le SOI va combiner en permanence cette pensée globale et cette action extrêmement ciblée grâce à la connaissance très fine qu'il a du territoire. On a tous en tête, évidemment, le cas de l'action sur l'eau lourde en novembre 1943 et on sait comment les Norvégiens ont été utilisés pour aller mener cette action. On a en tête l'assassinat d'Heydrich en juin 1942 à Prague, mené par les Tchèques eux-mêmes, qui gagneront le droit à la Tchécoslovaquie d'exister pendant la guerre. Mais un des exemples que je trouve le plus marquant, c'est le cas de sabotage en Grèce en novembre 1942, où en utilisant, là en l'occurrence c'est des agents anglais qui ont été envoyés, mais en utilisant le lien avec la résistance communiste en Grèce, le SOI va réussir à couper des ponts en Grèce. Quel est l'intérêt dans cette vision globale de couper les ponts en Grèce? Ces ponts permettent de couper pendant plusieurs semaines l'approvisionnement de l'Africa Corps et pendant le temps que l'ravitaillement est bloqué du fait du sabotage de ces ponts, eh bien la situation en Afrique bascule au profit des Alliés. Donc une action extrêmement ciblée, extrêmement violente, mais avec des moyens extrêmement concentrés pour un effet massif, mais dans une pensée globale. Si on utilisait le terme de nos militaires actuels, on dirait qu'on a une intégration parfaite des niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels, avec une vision globale et une action extrêmement organisée au niveau local. Donc voilà comment pense le SOI, et voilà comment les services spéciaux français vont apprendre à penser grâce au SOI. Alors les services français qui sont présents au SOI d'une manière tout à fait singulière, puisque le SOI ne comprend pas une, mais deux sections dédiées au cas de la France, avec une section dite F, qui est créée dès janvier 1941, et qui est confiée d'abord à Marriott puis à Maurice Buckmaster, qui est installé au 62-64 Baker Street, et que ses agents vont surnommer le Racket. L'état-major en 1941 ne compte que 8 personnes, mais il y en a déjà 24 dès 1942 et ça va encore grossir. Vous savez que le SOIF a encore à l'heure actuelle une fondation, une mémoire qui est présente à Paris et dans lesquelles on trouve beaucoup de francophones, puisque évidemment la section F va utiliser des Belges, mais par exemple beaucoup de Mauriciens, qui sont des francophones et qu'on peut donc facilement utiliser sur le terrain. Mais ce qui nous intéresse pour parler des services français, c'est la section RF pour République française, qui elle est créée au printemps 1941 et qui est dirigée par le capitaine Eric Pickewicz et qui va apporter tout le soutien matériel et logistique dont les services de De Gaulle, les services secrets de De Gaulle vont avoir besoin. Et ils vont en fait transmettre aux services français des moyens, mais aussi des modes d'action et des méthodes qui vont tourner sur trois thématiques ou trois questions qui sont d'une part la formation, d'autre part le matériel innovant, et troisièmement, les techniques de la clandestinité. Alors, le premier point, c'est la formation. Dès l'été 1940, c'est déjà l'Intelligence Service qui confie à Kim Philby
le même que l'agent soviétique d'Oxford, de commencer à réfléchir sur ses besoins de formation, mais le SOI va aller beaucoup, beaucoup plus loin grâce à la création par le commandant Jimmy Moon de ce qu'on a appelé les Special Training Schools, ou STS, qui vont être créés sur deux principes. D'une part, le cloisonnement. En fait, ils vont utiliser des petites maisons sur tout le territoire anglais, dans lesquelles des petits groupes, toujours regroupés par nation, on cloisonne et on ne met pas ensemble des agents d'origine nationale différente, et qui sont dans l'isolement complet les uns par rapport aux autres. Là encore, vision globale de la part du SOI, cloisonnement complet au niveau des agents eux-mêmes. Et il y aura jusqu'à 52 maisons qui vont être dédiées à ces actions de formation du SOI, depuis l'Écosse jusqu'au sud de l'Angleterre. Le deuxième élément majeur, c'est la progressivité, puisque la formation repose sur des stages successifs. C'est d'ailleurs des techniques de formation que les services, à l'heure actuelle, continuent à utiliser avec l'idée de cycle de formation qui fait monter en compétences. Le premier niveau, c'est celui des écoles préliminaires. Les écoles préliminaires, qui durent 4 semaines a priori, ont comme but l'évaluation du caractère du stagiaire et son attitude à la vie clandestine, parce que tout le monde n'est pas apte à mener une vie clandestine. Donc on détecte la capacité des agents, mais on leur apprend pas trop de choses, parce qu'il ne faudrait pas que des agents qu'on ne pourrait pas retenir sachent trop de choses des techniques et méthodes du SOI. D'ailleurs, assez rapidement, le SOI va remplacer ce premier niveau par un conseil d'évaluation ou des tests psychologiques et pratiques. Là encore, les services spéciaux français, à l'heure actuelle, restent sur les mêmes modes de détection au départ et ne prendront pas plus de 4 jours. Et pour illustrer ce travail de détection de la qualité et de la valeur des agents, je voudrais évoquer une des figures les plus marquantes de tous les compagnons, qui est Jacques Bingen. Alors, je vous lis la citation d'attribution de la Croix de l'Ordre de la Libération. Officier de liaison auprès de la 51e division écossaise et blessé le 12 juin 1940 à Saint-Valery-en-Caux et décoré de la Croix de guerre. Un des seuls officiers de la division qui échappe à l'ennemi, il réussit malgré ses blessures à gagner le Maroc puis l'Angleterre, où il se place immédiatement à la disposition du général de Gaulle. Dirige pendant 1 an les services de la marine marchande de la France libre et réussit efficacement par sa compétence et sa ténacité à défendre les positions et à faire admettre les droits de la France dans ce domaine. Volontaire en 1943 pour servir dans les territoires occupés, il y exerce successivement les fonctions de délégué du Comité français de la libération nationale en zone sud, puis par intérim de délégué général. Homme de caractère et doué d'une haute valeur morale, il met toutes les ressources de sa foi et de son intelligence au service de la cause qu'il défend. Contribue aussi puissamment à resserrer les liens qui existent entre la résistance métropolitaine et la résistance à l'extérieur. Derrière cette évaluation magnifique et cet homme au caractère exceptionnel, il y a une évaluation des Britanniques qui est beaucoup plus nuancée. Lorsqu'il passe entre les mains des instructeurs britanniques, ce qu'il relève, c'est que c'est un homme intelligent et astucieux, mais pas courageux au plan physique. Essentiellement d'importance politique, plus un homme de mots que d'action. Mais ce qui fait le caractère exceptionnel de Bingen, c'est que Bingen lui-même est très conscient de ses limites. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va obtenir en 1943 d'être envoyé sur place en France pour prendre la relève de Moulin, dont il est un très proche et un admirateur absolument fervent, eh bien, il est tout à fait persuadé qu'il ne peut pas faire confiance à son propre courage physique. Et il a, dès le départ, imaginé qu'il devrait recourir au suicide pour ne pas être le maillon faible et celui qui mettra en danger ses compagnons. Et de fait, lorsqu'il va être arrêté par les Allemands, avant même de prendre le risque d'être torturé, il va
prendre sa pilule de cyanure parce qu'il ne veut pas prendre le risque de ne pas avoir le courage physique. Et donc on voit là l'énorme courage moral et l'abnégation de quelqu'un qui, parce qu'il est très conscient de lui-même et du risque que représente le fait de subir une épreuve physique, va avoir le courage moral de ne pas espérer être sauvé par les camarades ou autres, mais de tirer le rideau et de prendre la décision absolue qui est celle de se suicider par le cyanure. Et donc vous voyez que ce dévouement absolu et cette abnégation absolue de Bingen part aussi de ce point particulier que les instructeurs britanniques, dès l'évaluation au départ, avaient repéré chez lui. Et donc on voit là la finesse et la justesse de cette évaluation faite par les Britanniques dès le départ. Mais une fois sortis de cette évaluation, ceux qui psychologiquement semblent prêts à être confrontés réellement à la vie clandestine sont envoyés dans ce qu'on appelle les écoles paramilitaires ou écoles du groupe A, qui sont en fait chargées de l'instruction de type commando. Ce sont des formations d'environ 75 stagiaires qu'on va, sur 3 à 5 semaines, former à ce qu'on appelle le silent killing. On est bien dans la guerre sale, hein. Il faut savoir tuer son allemand de la manière la plus rapide et la plus silencieuse possible. Le tir, la démolition, la topographie de niveau supérieur, l'utilisation du terrain, la lecture au son, et ensuite ils sont chargés de reconstitution, de restitution à partir de raids tactiques dans la campagne britannique. Et donc il faut imaginer les agents français formés par le SOI, chargés de mettre en pratique ce qu'on leur a appris dans des petites villes anglaises où évidemment le SOI s'est bien chargé d'appeler auparavant les autorités municipales et surtout la police locale pour signaler qu'il y a un risque d'infiltration par des espions au profit du Reich, ce qui rend le raid tactique d'autant plus compliqué. Donc voilà comment on apprend à former les agents du BCRA. Ensuite, ils passent dans ce qu'on appelle les finishing schools, ou groupe B, qui sont tous, alors en français on dit Beaulieu, mais vous le savez, en anglais on ne dit jamais comment ça s'écrit, donc ça se dit Bewley, et le service constitué de 5 départements, avec ses propres instructeurs, où on va leur apprendre les techniques de l'agent clandestin, serrurerie, sabotage, photographie, ça rappellera des souvenirs aux agents contemporains, la vie clandestine, la sécurité personnelle, l'organisation et les méthodes de communication clandestine, le recrutement et la direction d'agents. Et on leur apprend évidemment à vivre sous couverture, sous surveillance, à savoir comment se conduire en cas d'arrestation et d'interrogatoire. Et ensuite, donc, on les envoie à des restitutions dans les petites villes. On les forme à la propagande clandestine et évidemment à tout ce qui est code, chiffres, encre sympathique, etc. Et donc voilà comment l'ensemble des techniques clandestines sont formées, sont données par le SOI aux agents français. Et donc il faut bien imaginer que l'action des services français est désormais totalement encadrée, mais surtout organisée par ces modes d'action et ces méthodes que les Britanniques ont appris aux services et aux agents français. À l'issue de cette formation clandestine, ils passent dans des écoles spécialisées, qui peuvent être des écoles pour les radios, mais qui sont surtout la formation en parachutage, puisque, on va le voir très rapidement, dès 1941, c'est par opération aérienne que la plupart des infiltrations vont avoir lieu, que ce soit des parachutages ou des pick-up, donc des déposes d'agents, et le colonel Passy va imposer à tous ses agents de passer par Ringway de manière à pouvoir être projetés sur le théâtre français. Et il faut savoir que par exemple, Moulin lui-même va passer son stage de parachute et c'est Passy qui l'accompagne faire son stage de parachutage à Ringway. Alors, on a un témoignage de ce qu'est la formation au parachutage
par Peter Churchill, qui a été agent en France mais qui n'est pas lié à Winston, et qui dit « Nous fûmes soumis à un entraînement physique intensif. On nous a appris à faire les roulés des mains dans des poches, pour parler de sauts périlleux en avant et en arrière, pour nous habituer à atterrir naturellement, quelle que fût notre position. Nous sautâmes par le trou d'une carlingue fixe et fîmes du trapèze pour acquérir le sens de l'atterrissage. Rien n'était négligé pour nous donner le sens de la réalité. » Donc voilà comment sont préparés tous les agents du SOIF et du SOI, et soutenus par le SOIRF, donc les agents français, avant de partir en mission en France. Dans les mêmes techniques qui se mettent en place pendant la guerre et qui font qu'on est vraiment dans un système différent, il y a aussi du matériel innovant, et vous avez compris le rôle essentiel du parachutage, et donc il y a tout un développement de matériel lié au parachutage, des parachutes eux-mêmes, avec des expérimentations plus ou moins heureuses, l'abandon très vite du type A pour le type X, puisque le type A a suffisamment laissé d'agents sur le carreau en France pour qu'on l'abandonne rapidement, mais aussi avec ce système de combinaison qui permet d'avoir un système qu'on peut, une quick release box, qu'il suffit d'appuyer pour pouvoir se libérer. L'idée étant que les agents apprennent à sauter en tenue civile sous leurs vêtements de saut, de manière à pouvoir immédiatement se débarrasser de leur combinaison et de leur parachute et immédiatement rentrer en clandestinité. Donc ces messieurs sautent en tenue civile, et ces dames, alors on s'est beaucoup posé, en tout cas moi je me suis beaucoup posé la question de comment elles sautaient, parce qu'inutile de vous dire que quand vous êtes parachuté dans la campagne française en 1940, une femme en pantalon se fait repérer immédiatement. Donc après m'être demandé si elle s'était retrouvée les jupes sous la combinaison de saut, quelqu'un m'a donné une solution qui est, elle portait probablement des jupes culottes. Et donc voilà comment les agents féminins, car il y eut beaucoup d'agents féminins, sautaient probablement, mais l'idée c'est de pouvoir rentrer le plus vite possible en clandestinité. Ce qui explique aussi le fait qu'on leur fournit des objets qui vont leur permettre de mener dans la clandestinité leur mission, mais qui sont des objets qui sont petits et qui sont extrêmement facilement dissimulables. Vous voyez les codes tout petits, mais vous voyez aussi comment est-ce qu'on arrive à dissimuler des cartes sur foulard en soie dans des faux thermos, ce qui permet là encore de vivre dans la clandestinité. Et puis on va jusqu'à du matériel de sabotage, par exemple caché dans des rats, et qui permet évidemment de ne pas se faire prendre si on est contrôlé. D'une manière globale, les techniques inventées en particulier par Charles Fraser Smith sont l'ancêtre des gadgets de 007, puisque c'est bien cette idée qui est de doter ce qui sont des agents secrets, de toutes les méthodes innovantes que l'on peut leur fournir. Et dans ce domaine, ce sont les armes qui sont évidemment le matériel le plus innovant, avec à la fois l'arme la plus emblématique des services spéciaux, qui est la DAG SOI, que l'on voit évoluer au fur et à mesure de la guerre, et au fur et à mesure que les agents revenant du terrain font du retour d'expérience auprès des ingénieurs qui travaillent à la Constitution, avec un modèle qui évolue, avec une lame qui n'est plus brillante, avec un modèle de manche qui a une meilleure préemption, et c'est pour ça que le dernier modèle a une manche avec des cercles qui a une excellente préemption, et un modèle mat pour ne pas être repérable pendant une action de nuit. Donc on voit que c'est un échange permanent de manière à être de plus en plus malin coquin selon les bonnes techniques des services de renseignement. Et puis des armes spécifiques qui sont évidemment la Sten et le Welrod, l'arme des agents par définition, puisque c'est une arme avec silencieux que l'on peut porter sur soi en toute discrétion. Donc tout le résumé de ce qui permet aux agents d'agir sur le terrain. Mais le dernier point que les agents vont apprendre avec les SOI, c'est la question de la dissimulation des identités, avec en particulier un jeu
d'identité fictive qui, chez les Français, va être absolument cruciale. Il faut bien comprendre la situation des Français. Contrairement aux agents britanniques qui peuvent être parachutés en France, lorsqu'un agent britannique est parachuté en France, il met en danger lui-même, mais sa famille est en Angleterre. En revanche, quand vous avez des agents qui ont rejoint De Gaulle en Angleterre, s'ils sont pris sur les territoires français, la plupart du temps, leurs familles et leurs proches sont encore en France. Donc, le fait de porter, de protéger son identité réelle est absolument crucial pour les Français, pour se protéger, mais aussi pour protéger leurs proches. Et c'est pour ça que les Français vont inventer une série de jeux d'identité qui fait que déjà, les Français à Londres n'utilisent pas leur propre nom, mais qu'ils vont utiliser une première identité qui est un nom d'emprunt qu'on va appeler on pourrait appeler leur nom de Londres, et qui va tellement devenir leur propre identité que certains après-guerre vont garder ou accoler ce nom à leur nom d'identité civile, tellement il va imprégner leur identité. Et puis ils ont ensuite une identité fictive pour chaque mission. Et évidemment, le départ en mission nécessite d'apprendre sa légende, d'apprendre à signer de son nom de légende, etc. Mais lorsque la mission est finie et qu'on revient à Londres, on reprend son nom de Londres et évidemment, en aucun cas, son nom français. Et puis, le troisième niveau d'identité fictive, c'est que, en particulier, lorsque l'on transmet, on va évidemment pas donner des noms, ni des noms de Londres, ni des noms d'identité fictive. On va utiliser les pseudos, dont les deux plus connus sont évidemment ceux de Moulin eux-mêmes, Rex et Max. Mais en fait, cet usage des pseudos va devenir de plus en plus sophistiqué. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un des compagnons, qui est Georges Veille, et on a ici un document dans lequel vous avez une commande de faux papiers par le BCRA, donc les services de De Gaulle, pour Mec, c'est son pseudo, alias Capitaine Georges, c'est son nom de Londres, et qui en fait est Georges Veille, c'est son vrai nom, avant de partir en mission sous le nom de François-Louis Astruc, et ça c'est son nom de mission. Et donc vous voyez que là, dans ce document, vous avez bien l'identité de Londres, l'identité de mission et le pseudo regroupés dans un même document. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est évidemment l'identité réelle, qui en aucun cas n'est divulguée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, grâce à ceci, on peut se préparer à partir en Angleterre, mais le départ en Angleterre se fait sous la surveillance et la supervision de l'œil notamment de Vera Atkins, qui est... Pardon, je vais un petit peu vite, parce que j'ai oublié de dire que donc les pseudos deviennent de plus en plus sophistiqués, et notamment, on va donner des pseudos liés aux spécialités, et c'est comme ça, pour donner quelques exemples, que les radios vont prendre des noms de races ou de peuples, et on va avoir Slaves, Danubiens ou Maoris. Les délégués militaires vont prendre des noms liés à la géométrie. Les officiers d'opération sont des physiciens ou des mathématiciens, et on aura Faraday ou Galilée. Les instructeurs de sabotage auront des noms d'embarcation, donc on va avoir barque, plate, cotre, puis des outils agricoles, et on va avoir pelle, pioche, batteuse, croque, etc. Et plus tard, les contre-saboteurs auront des noms d'embarcation. Et même les missions auront des pseudos. Les missions Maquis prendront des noms de plantes, les missions Gelberg des prénoms quand elles partent d'Angleterre, et des plantes médicinales quand elles partent d'Alger. Donc vous voyez qu'en fait on a vraiment une utilisation extrêmement organisée. Et si on prend quelqu'un comme Henri Benhamou, il est connu sous le nom de Lafont à Londres, il est parachuté en France en 1944 sous l'identité fictive d'Henri Boucher et le pseudo d'Andalou, ce qui nous permet de savoir que c'est un radio. Donc par exemple, dans les dossiers de résistants, on peut parfois, pour certains résistants ou dans certaines transmissions, retrouver quel est le rôle du résistant rien que par son pseudo, puisque le pseudo mène immédiatement à sa spécialité. Donc
Donc j'en reviens à Vera Atkins, qui est le dernier œil qui prépare au départ, puisque vous imaginez bien, je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on va sauter en zone occupée, ou même en zone libre, il faut avoir l'air d'un Français, ou il faut avoir l'air d'un Hollandais, si on part en Hollande, il faut avoir l'air d'un Norvégien, et c'est la raison pour laquelle on a à Londres un système de achat ou de fabrication ou de stock de vêtements qui permet à chacun de partir avec des vêtements adaptés à son pays. L'exemple que je cite toujours, c'est imaginez que vous croisez, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a 20 ans, quand on croisait un homme d'affaires anglais dans le métro, rien qu'à la coupe de son vêtement et au type de tissu, on savait immédiatement que c'était un Anglais. Eh bien, à l'époque, il faut savoir que les boutons ne sont pas cousus de la même manière en France et en Angleterre. Donc, si on vous donne une veste anglaise et que les boutons sont cousus à l'anglaise, eh bien, c'est un signe, si vous devez être contrôlé et arrêté, que vous venez d'Angleterre. Et il y a la manière dont on soigne les caries n'est pas la même en Angleterre. Donc on passe chez un dentiste de manière à ne pas partir en France avec des caries soignées à l'anglaise. Et puis Vera Atkins a la touche finale qui est de rajouter des pochettes d'allumettes qui correspondent à l'endroit où vous allez et des petits objets qui fait qu'en aucun cas vous n'allez vous faire repérer. Et tout ceci fait sens. Et là encore, je vais citer le cas d'un autre compagnon de la Libération, qui est un de mes chouchous, qui est Henri. Alors, chez moi à Toulouse, on dit l'habit, et je le dis parce qu'il y a un musée qui porte son nom, donc on va dire l'habit pour les Parisiens. Là encore, je lis la citation pour l'attribution de sa croix de la Libération qu'il a eu à titre posthume le 13 juillet 1942. Donc il faut bien imaginer qu'en 1942, on a déjà des morts sur le terrain. Donc vous voyez que quand on parle d'un engagement précoce, et par ailleurs, l'habit qui est déjà un vieux de la vieille en matière de service de renseignement n'a que 22 ans au moment où il meurt. Donc jeune officier dont le courage est pour tous un exemple exceptionnel. Alors qu'il revenait de missions spéciales, s'est à nouveau porté volontaire pour retourner en France occupée par l'ennemi. Surpris en possession de son matériel, a réussi à abattre avec son revolver 2 Allemands et en a blessé grièvement 3 autres, avant de se donner volontairement la mort pour ne pas risquer de compromettre la sécurité des noyaux de résistance qu'il avait mission d'organiser. En fait, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que lorsque les autorités fouillent le corps d'Henri Laby, qui vient donc de se donner la mort pour échapper à un contrôle au moment où il arrivait en gare de Lanxon après avoir parachuté, eh bien, il examine ses vêtements et ils disent « On ne put trouver aucun papier permettant de déceler son identité, mais seulement une boussole d'origine anglaise. Sur son copelet, il y avait une marque d'une maison canadienne. » Alors, inutile de vous dire que s'il saute avec une marque canadienne, c'est que c'est fait exprès. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est la nature profonde de la clandestinité et la différence entre le secret et la clandestinité. Le secret, c'est taire, la clandestinité, c'est cacher et dissimuler. Et c'est même mieux, c'est induire en erreur en créant des fausses pistes. Et c'est très exactement ce à quoi sert la Canadienne de Laby. Si Laby avait sauté sans rien, ou encore pire avec des vêtements français, les autorités auraient immédiatement pensé que cet agent était en train d'entrer en lien avec des réseaux locaux, donc qu'il y avait des réseaux à chercher. Le fait de porter des vêtements avec des étiquettes canadiennes, alors qu'il y a eu des parachutages et qu'il y a eu des survols d'avions alliés dans les jours précédents, laisse à penser que c'est ce que de nos jours notre contre-terrorisme appellerait un loup solitaire. C'est-à-dire que si l'on l'a eu, il n'y a plus personne à chercher. Donc, en le faisant passer pour un Canadien, on évite que les réseaux locaux soient mis en danger. Voilà ce que c'est que la clandestinité, c'est on met derrière soi un bout de buisson qui cache vos traces et on crée des traces qui vous amènent à avoir l'air d'autre chose que ce que vous êtes, parce que c'est comme ça que vous protégez votre mission et l'esprit de votre mission. Et cette technicité-là, Henri Laby, qui a 22 ans, la maîtrise déjà parfaitement. Et pourtant,
c'est bien un jeune homme avec l'esprit d'un jeune homme de 22 ans, parce que dans son testament, puisque tous les agents font leur testament avant de partir en mission, il écrit en cas de perte irréparable pour la patrie, c'est-à-dire ma pomme. Et on voit bien les termes d'un jeune homme de 22 ans qui est quasiment en train de tourner ça à la dérision, alors même qu'il est désormais un agent totalement aguerri. Et de fait, en 1941 et en 1942, la clandestinité, telle qu'elle a été pensée, organisée, mise en place par le SOI, est désormais totalement maîtrisée par les agents des services français. Et vous avez cette citation qui accompagne un mannequin qui a longtemps été présenté dans les locaux de la DGSE et qui dit « Nous avons appris les règles et nous les avons faites au fur et à mesure. Certains n'ont pas eu le temps de les apprendre et leur première erreur fut aussi la dernière. Au début, il faut bien le dire, nous avons pris tout ceci pour un jeu sérieux et mortel, mais un jeu tout de même. Parce que au BCRA, qui est le nom que va prendre les services spéciaux en 1942, à 30 ans, qui est l'âge de De Wavrin, au moment où il prend la direction des services spéciaux de la France libre, à 30 ans, on est un vieux. Les agents des services ont entre 20 et 25 ans pour la plupart d'entre eux. Donc maintenant, pour évoquer, et je vais être obligée de le faire plus rapidement que je l'aurais peut-être souhaité, l'ensemble des activités des services, je vais revenir sur la chronologie. Je vous ai expliqué ce qu'il s'était passé en 1940. En 1941, le deuxième bureau évolue sous l'influence du SOI et surtout il va changer de méthode et comme je vous l'ai dit, vous le voyez, les opérations maritimes vont passer au deuxième plan au profit d'opérations d'infiltration qui sont désormais par voie de parachutage. Il va par ailleurs mettre en place des missions d'infiltration et si le premier parachuté en France en janvier 1941, c'est l'Amirault, c'est un agent français mais il est au titre de l'Intelligence Service, dans la nuit du 13 au 14 février, Saint-Jacques et un radio au titre de la France libre sont parachutés en France. Donc je le dis autrement, dès février 1941, les services spéciaux de la France libre sont en mesure de parachuter en France des agents formés capables d'agir sur le terrain. Vous voyez qu'on est très tôt dans l'histoire des combats en France. C'est surtout 1941, une année où les services de la France libre vont se distinguer par deux missions, actions à proprement parler. La mission Savannah, du 15 mars au 5 avril, et la mission Joséphine B, en mai 1941, contre le transformateur de Pessac. Alors Joséphine B, c'est intéressant parce que s'il y a une Joséphine B, c'est qu'il y a eu une Joséphine A. Et la Joséphine A, elle a été faite avec des agents polonais envoyés par les Anglais. Sauf que la Joséphine a mal tourné et que les Anglais se sont rendus compte que si vous vouliez avoir l'air d'un Français en France, c'était beaucoup mieux si vous étiez réellement Français. Et à partir de cette date, le SOI va accepter de travailler avec les services français, et les services français ne sont plus désormais seulement des pourvoyeurs de renseignements, mais ils sont des pourvoyeurs d'hommes, et désormais le SOI délègue des actions ou aide les services spéciaux français à mener des actions clandestines et des actions violentes sur le sol français. Et c'est vraiment le grand changement, et dès 1941, 76 agents vont être parachutés en France depuis l'Angleterre dans 45 opérations, dont 33 Français pour des opérations de la France libre. Mais 1941, c'est aussi l'année du rapprochement avec la figure de Jean Moulin, dont vous savez qu'il rejoint le général de Gaulle fin 1941, avant d'être parachuté en France dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Or, il se trouve que la garde rapprochée de Moulin à Lyon va être constituée par des agents des services spéciaux. Alors, on pourrait évoquer évidemment Cordier, on pourrait évoquer Schmitt, mais j'ai fait le plaisir à certains ici présents d'évoquer un autre nom qui est celui de Georges-Henri Herral,
là encore une très belle figure de la résistance et des services, qui mourra en 1944 âgé à peine de 23 ans, et qui, en fait, je vous lis là encore sa citation, « Jeune officier admirable de courage et de sang-froid, volontaire pour une mission en France, a pendant plus d'1 an effectué un travail de première importance. Son activité à la tête des opérations de liaison en France occupée lui a valu en février 1943 une citation à l'ordre des forces françaises libres. » Il reçoit une citation, il a donc 22 ans. En mai, arrêté par la Gestapo avec plusieurs de ses camarades, réussit grâce à de magnifiques qualités d'esprit, de décision et de cran à s'enfuir en tuant l'un de ses gardiens. Cette fuite, dont les détails, lorsqu'ils pourront être divulgués, paraîtront à peine croyables, permit à ses camarades de recouvrer en même temps leur liberté. Activement recherché par la Gestapo, n'en continua pas moins de servir dans des circonstances particulièrement difficiles jusqu'à ce qu'il eût reçu l'ordre impérieux de cesser toute activité. L'ordre impérieux, c'est celui de Jean Moulin, et vous voyez la lettre de Jean Moulin qui, après avoir s'être énormément appuyé sur la figure de Jean Ayral, à qui, en avril 1943, il va confier la création, avec Paul Schmitt, du Bureau des opérations aériennes, c'est-à-dire de l'organisation des infiltrations clandestines en France par voie aérienne, va considérer au printemps 1943 que Ayral est brûlé et va lui demander de se retirer et de repartir à Londres. Malheureusement, cette Croix de la Libération, elle est attribuée de son vivant en 1943, et pourtant, Ayral ne survivra pas à la guerre, car il va être parachuté au moment du débarquement en Provence pour mener des actions de contre-sabotage. Il est le premier à rentrer à Toulon, alors que le débarquement de Provence vient d'avoir eu lieu, mais une erreur d'identification par les troupes françaises fait qu'il est tué par une rafale alliée et que Ayral mourra le 21 août 1944, le jour de la libération de Toulon, à l'entrée de Toulon. Il avait donc 22 ans à cette date. 1942, c'est aussi désormais le souci de se rapprocher de la résistance intérieure. 10 opérations sont lancées pour constituer des liens avec les organisations politiques et les premiers mouvements de résistance en France. Chacune est constituée d'un officier de liaison et de radio. En zone libre, auprès des mouvements, on va envoyer une équipe type avec un officier du service de renseignement, un radio et un instructeur de parachutage. Et Passy va envoyer 3 équipes pour les mouvements de la France libre et 3 équipes pour la zone occupée. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on est vraiment dans un service de Londres qui n'est plus seulement en train de mener des opérations spécifiques et des coups de poing, mais qui est en train de prendre attache et de prendre derrière et à côté et en même temps que Jean Moulin la mesure de ce qu'est désormais la résistance en France et d'aider Jean Moulin à prendre en main la résistance intérieure. Donc d'abord les mouvements, mais aussi très rapidement les réseaux. En 1942, alors je vais passer là, c'est vraiment des services spéciaux qui se consolident et qui vont connaître l'évolution la plus importante parce qu'ils vont désormais prendre le nom de Bureau central de renseignement d'action militaire, et très vite le M de militaire va tomber parce que Passy recrute un nouvel adjoint qui est un des résistants les plus emblématiques et les plus connus, et qui est évidemment Pierre Brossolette. Et donc vous arrivez à ce paradoxe, qui est que les 2 ennemis jurés, qui sont en tout cas toujours présentés comme tels, que sont Moulin et Brossolette, sont tous les 2 extraordinairement proches du BCRA, mais l'opposition entre les 2 hommes va évidemment trouver des échos très très forts au sein du BCRA. Et si Passy va être absolument, certains ont même dit entiché de Brossolette, et va être dans l'admiration totale avec Brossolette, on va sentir des tensions extrêmement importantes qui vont naître. Et lorsque, en mai 1943,
Brossolette, Duclos, De Wavrin, Fourcault, et puis Bissagné et Pleven reçoivent la Croix de la Libération. Derrière cette image de récompense, il y a en réalité des tensions extrêmement importantes qui sont apparues. Et elles sont apparues parce que l'année 42 et la fin 42 va être le prélude à des changements majeurs et à un basculement qui va trouver toute sa place en 1943. En 1940, fin 42, le basculement, c'est évidemment l'entrée des Américains dans le dispositif, à la fois par le biais du débarquement en AFN, avec du coup l'ouverture du théâtre méditerranéen qui va amener le début de la campagne d'Italie et la libération de la Corse, mais puisque nous parlons de services spéciaux, avec l'apparition d'un nouveau venu qui est l'Office of Strategic Studies, l'OSS, et c'est la première fois que les Américains se dotent réellement d'un service de renseignement qui est formé par le SOI, mais qui va prendre une ampleur toute particulière, derrière la direction du général Wild Bill Donovan, Wild comme sauvage, ce qui est là encore une façon de revendiquer les méthodes qui sont celles des services spéciaux. Et donc, le 13 juin 1942, l'Office of Strategic Studies, l'OSS, rejoint le petit monde des services spéciaux. 1943, c'est aussi le moment où les services vont vouloir prendre en main non plus les mouvements, mais désormais les réseaux. Vous savez, dans la résistance intérieure, il y a 3 types de structures qu'on va voir définitivement en place en 1943. Les mouvements, et ils sont désormais structurés par le biais des murs, des mouvements unis de la résistance, des réseaux, que Moulin va essayer de structurer et de réunir par le biais du Conseil national de la résistance, et puis, on va y revenir dans un instant, les maquis qui apparaissent également en 1943. Ces réseaux sont absolument essentiels, mais les réseaux de la France occupée, qui sont à partir de 1943, puisqu'il n'y a plus ni zone libre ni zone occupée, la zone nord, ont été depuis déjà plusieurs années confrontés au problème de vivre au contact direct de l'ennemi et ont des techniques en matière de clandestinité qui fait que quelqu'un comme Brossolette considère qu'on ne doit pas créer une unité des réseaux, mais qu'on doit séparer les réseaux de la zone nord qui sont extrêmement formés à la clandestinité et laisser à part les réseaux de la zone sud dans lesquels on a envoyé une autre mission qui est la mission Pallas pour les unifier. Et donc Brossolette et Passy sur le terrain vont créer une structure d'unification de la zone nord, contrairement aux ordres donnés par le général de Gaulle, par le BCRA et par Moulin, qui sont d'unifier l'intégralité des réseaux par le Conseil national de la résistance. Et l'extrême tension et la violence des échanges que l'on connaît entre Moulin et Brossolette sont d'abord dues à ce souci qu'a Brossolette de protéger la clandestinité, alors que Moulin est dans l'idée que les réseaux sont, comme les mouvements, les représentants de ce qu'est la France et de ce que devra être la France réunie derrière le général de Gaulle, d'où la nécessité pour lui de les unir pour permettre au général de Gaulle, qui est en train d'essayer d'exister vis-à-vis des Américains, qui ne l'aiment pas et qui voudraient préférer le général Giraud. Et donc Moulin a besoin aussi de faire des réseaux et de la résistance et des services spéciaux un outil de commandement, un outil politique au profit du général de Gaulle, là où Brossolette pense aussi l'après-guerre, mais en pensant d'abord la question de la protection de la clandestinité. Donc les réseaux sont absolument essentiels. Mais les réseaux, ça me permet aussi d'évoquer, il n'y en a que 6, une figure de femme compagnon de la Libération avec Simone Michel Lévy, qui va participer et contribuer au réseau Action PTT de janvier à novembre 1943, qui aura l'extrême ingéniosité. Vous avez bien compris que l'ingéniosité et l'innovation, ça fait partie de l'ADN des services spéciaux, qui aura l'idée d'utiliser
les voitures de la poste pour transmettre et pour transporter le courrier de la résistance, ce qui évidemment est une couverture absolument excellente. Malgré tout, elle est arrêtée, mais parce qu'elle est trahie en novembre 1943. Elle sera déportée de janvier 1944 à avril 1945 et elle sera, sur ordre direct de Berlin, pendue le 13 avril 1945, à peine 10 jours avant la libération du camp, parce qu'il faut savoir qu'au moment où l'Allemagne perd la guerre, Hitler lui-même donne l'ordre d'exécuter les agents des services spéciaux et que les agents des services feront l'objet d'une répression particulièrement violente, et l'idée de ne pas leur permettre de survivre à la chute de l'Allemagne. Le troisième point que j'évoquerai évidemment pour 1943, c'est là encore les nouveaux venus, que sont les maquis, puisque la création du service du STO en février 1943 va immédiatement amener à la création de 25 à 40 000 hommes qui cherchent à échapper au STO et qui vont se réfugier dans ce que l'on appellera les maquis, et qui en juin 1944 vont représenter jusqu'à 100 000 hommes. Donc c'est vraiment une armée clandestine potentielle qui est mise en place. Et donc c'est la raison pour laquelle, très rapidement, les services spéciaux vont se poser la question de l'intérêt que peuvent représenter ces maquis. Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose à en faire? Et c'est pour ça que vont être organisées une première mission, qui est la mission Musc, avec un Britannique Heslop et un Français Rosenthal, du BCRA, qui en septembre 1943 va dans l'Ain, l'Isère, le Jura, la Savoie et la Haute-Savoie, aller faire un repérage de quel est le potentiel que ces maquis peuvent représenter pour les services spéciaux. En fait, très clairement, la réponse est on va s'en occuper. Et donc, le SOI, le BCRA et l'OSS vont monter un plan maquis qui va viser à commencer à armer et à préparer les maquis. Et donc, les maquis vont devenir les réserves du soulèvement à venir au moment de la libération du territoire. Et pour cela, va commencer toute une noria de parachutage, d'armement, de parachutage d'agents de formation, aux techniques de sabotage, de combat, etc. Et finalement, de la même manière que les services spéciaux ont pris la main sur les mouvements puis les réseaux, les services spéciaux vont prendre la main sur les maquis, et donc toutes les formes de résistance vont être organisées et prises en main par les services spéciaux. Et cette organisation va aller beaucoup plus loin encore fin 1943, lorsque la résistance globalement va changer de mode d'organisation. Vous le savez, lorsqu'on évoque les bouleversements de 1943, le plus grand bouleversement, c'est la chute du modèle mis en place avec Jean Moulin, avec l'arrestation d'abord de Delestrin, puis de Moulin lui-même, qui va amener désormais à une organisation de la résistance sur le terrain, qu'on a appelée la territorialisation, avec la mise en place d'une structure territoriale permanente que vont être les délégués militaires régionaux. Et ces délégués militaires régionaux vont au minimum servir, et parfois officiellement servir d'officiers de liaison avec la résistance intérieure. La plupart du temps, ils vont purement et simplement prendre en main l'organisation de la résistance intérieure, notamment parce qu'ils sont également chargés de mettre en place les plans qui préparent le jour J, c'est-à-dire le débarquement, puisque à partir de cette date, de 1943 à 1944, désormais, c'est la préparation du jour J qui est l'option majeure d'organisation. Et on a parmi les délégués militaires régionaux des gens comme Alain Romney, qui sont des très grands organisateurs. Alors, de Romney, là encore, je vous lirai la citation à l'ordre de la libération.
officier d'une haute valeur morale et technique, après une évasion sensationnelle d'un Oflag de Prusse orientale, est venu se mettre à la disposition de la France combattante. Volontaire pour une mission spéciale en France, a été désigné pour mettre en place un important plan militaire. C'est le plan vert qui est le plan de sabotage des réseaux ferroviaires, donc prévu par le commandement interallié. À la suite de l'arrestation de notre représentant dans l'une des 2 régions les plus importantes de France, a pris au pied levé sa succession. Donc il a été nommé DMR de toute la région Île-de-France, des 11 départements liés à Paris, avec une remarquable autorité et tout en continuant d'assurer sa mission initiale. Dans des conditions particulièrement difficiles, a réalisé l'exécution d'actions de sabotage capitales dont le succès, en freinant l'effort de guerre allemand, aura pour effet de hâter la libération de la France. Malgré tout, ce DMR hors du commun, qui va réussir à survivre 10 mois, là où l'espérance de vie des DMR en France ne tourne pas au-delà de 5 mois en général. Ce DMR exceptionnel va être arrêté le 27 juillet 1944, abattu pendant son transfert le 15 août 1944, alors qu'il a à peine 31 ans. Les DMR sont, avec les radios, parmi les postes qui ont été, et de loin, les plus exposés pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a eu 21 délégués militaires départementaux régionaux arrêtés, dont 3 se sont suicidés, 9 ont été déportés, et les compagnons comptent pas moins de 25 délégués militaires départementaux. Donc il y a vraiment une reconnaissance par l'ordre de la libération de l'importance de ces DMR et DMD qui ont joué un rôle fondamental dans la préparation du jour J et dans l'organisation de la préparation donc, de la résistance dans ces 3 composantes vers le jour J. C'est aussi la date à laquelle les services spéciaux achèvent de se regrouper, puisque De Gaulle l'emportant sur Giraud et ayant repris la main sur l'ensemble de ce qui sera désormais le gouvernement provisoire de la France, il va pouvoir organiser et permettre la fusion de tous les services qui avaient continué à exister dans l'armée d'armistice et qui s'étaient ralliés à Giraud, et du BCRA, avec la création de la Direction Générale des Services Spéciaux, qui donnera ensuite naissance à la Direction Générale des Études et Recherches, qui créera en 1945 le SDEC, qui donnera directement naissance à la DGSE en 1982, assurant la filiation directe entre les services spéciaux de la France libre et la DGSE actuelle. 1944, et surtout après le débarquement, c'est également la mise en place de nouveaux modes opératoires qui sont systématiquement désormais des missions interalliées. Ça a été le cas avec les maquis, pour lequel les missions Jedburgh de juin à septembre 1944, avec 92 missions exécutées en France, vont permettre de prendre en main et préparer les maquis. C'est le cas évidemment des 14 missions maquis à compter du 9 juillet 1944, mais également c'est le cas pour tous les agents qui vont rejoindre les services, le maquis, les agents des services spéciaux qui, où qu'ils soient après le débarquement, vont rallier les maquis. Mais l'interallié, c'est aussi un mode nouveau d'action avec des plans totalement originaux organisés à la fin de la guerre, parce que au fur et à mesure que le débarquement va se dérouler, les services vont de nouveau être confrontés à la difficulté d'obtenir du renseignement frais, et donc ils vont inventer avec le plan Sussex une méthode d'action qui va amener à parachuter des équipes totalement autonomes, avec des agents du BCRA, non plus du SOI, mais de l'Intelligence Service et de l'OSS, qui vont se positionner entre les lignes alliées et les lignes allemandes pour faire, en avance de l'avancée alliée, du renseignement au plus près
des structures allemandes et qui vont avancer au fur et à mesure, et les missions vont être parachutées au fur et à mesure de l'avancée des Alliés, avec systématiquement cette position particulièrement inconfortable entre les lignes alliées et les lignes allemandes. Parmi les figures, et c'est la dernière que j'évoquerai aujourd'hui, l'une des plus belles et les plus emblématiques, c'est Jacques Voyer, qui en fait fait partie de ces 55 équipes parachutées au cadre du plan Sussex. Il est parachuté en avril 1944 et alors qu'il n'a que 22 ans, là encore, c'est déjà là encore un vieux de la vieille, car il a déjà été dans plusieurs réseaux, il a été radio pour plusieurs réseaux, donc il a été sur des postes les plus exposés. Et contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, y compris dans le musée consacré au plan Sussex, c'est pas parce que c'est un petit nouveau pas connu qu'il est pris pour le plan Sussex, mais c'est bien parce qu'au contraire, du haut de ses 22 ans, c'est un agent extrêmement aguerri, et c'est cet aspect-là qui fait qu'il est recruté pour être parachuté. Malgré tout, il est interpellé le 10 juin 1944 et il va être fusillé après 16 jours de torture le 27 juin. On sait que Voyer n'a pas parlé, mais on sait aussi qu'il a refusé, contrairement aux autres agents qui pouvaient se suicider en utilisant leur pilule de cyanure. Voyer va refuser d'utiliser sa pilule de cyanure parce qu'il voulait devenir prêtre et qu'il considérait que le suicide lui était interdit par sa foi, alors même que les aumôniers disaient aux agents que lorsqu'ils étaient pris, mourir c'était aussi protéger leurs camarades et qu'ils pouvaient se considérer comme autorisés à se suicider. Eh bien Voyer va refuser de le faire et Voyer va subir pendant 16 jours la torture, et lorsqu'on retrouvera son corps, ses amis retrouveront son corps, ses dents auront été limées, ce qui est quand même le signe de ce qu'il aura subi pour pouvoir protéger ses camarades. Et je croyais que finir avec cette figure de cet homme aguerri qui n'a que 22 ans et qui à 22 ans subit cette mort terrible était une belle façon de finir l'évocation des compagnons. Alors vous le voyez, le nombre d'agents semble très important, et si nous-mêmes nous n'en avons retenu que 50, et on sait en fait maintenant que notamment on aurait pu rajouter Moulin, qui maintenant est reconnu par l'Ordre de la Libération comme relevant du périmètre des services spéciaux, nous n'en avions que 50, mais vous voyez que en fait des agents spéciaux en France pendant la guerre, il y en a 83 000, dont 43 000 relevant du BCRA. Que ce soit des agents permanents, et notamment des agents clandestins qui sont des agents P2, mais il y en a quand même 15 000, donc il faut bien imaginer qu'en 1944, il y a plus de 15 000 agents de services spéciaux qui œuvrent en France pour la libération du territoire. Donc les 174 compagnons reconnus parmi les services spéciaux ne sont que la crème de la crème parmi cet énorme nombre. La DGSE, j'ai eu l'occasion de vous le dire et on l'a dit tout à l'heure, revendique cet ADN, revendique ces méthodes, cet héritage, cet esprit, à considérer que les 4 valeurs qui sont les siennes, loyauté, exigence, discrétion et adaptabilité, pouvaient être représentés par des agents. Et pour la loyauté, ils ont choisi Delimal, François Delimal, pour l'exigence Pierre Brossolette, qu'on a déjà évoqué, pour la discrétion la secrétaire de Jean Moulin, Lord Diebolt, et pour l'adaptabilité, Passy lui-même, qui aura bricolé le service en juillet 40 et aura fait de ces agents des professionnels de la clandestinité avant d'être chargé de transformer la DGSS et puis la DGER en SDEC et donc d'assurer la transmission de l'ensemble de ces méthodes et d'une partie des hommes des services de la Deuxième Guerre mondiale au service de l'après-guerre. Et puis je finirai quand même par
On a évoqué tout à l'heure un discours, mais je finirai par Malraux, qui, là encore, a écrit parmi le plus beau discours qui soit, et qui est consacré au dernier des compagnons, puisqu'il n'y a désormais plus de compagnons de la Libération. Au grand regret des services, ce n'est pas Cordier qui a été le dernier des compagnons, mais c'est un légionnaire. Mais c'est vrai que Cordier a été l'avant-dernier compagnon. Et voilà l'hommage que Malraux rendait aux compagnons. Vous savez que dans la crypte du Mont Valérien, il y a un cercueil vide. Il attend le dernier compagnon de la Libération. Quand on le clouera, il n'y aura plus aucun des nôtres pour dire « À Bir Hakeim, nous avons enfoncé les lignes de Rommel ». Dans le silence, le dernier compagnon trouvera le premier compagnon. Le dernier cercueil du Mont Valérien ne sera pas non plus un cercueil solitaire. On ne le fermera pas seulement sur le dernier compagnon, on le fermera aussi sur le dernier combattant de la première division française libre ou de la deuxième division blindée, sur le dernier pêcheur breton qui amena des Français clandestins en Angleterre, sur le dernier cheminot qui paralysa provisoirement les V2, sur les derniers maquisards grâce à qui les panzers d'Aquitaine n'arrivèrent pas à temps en Normandie, sur la dernière couturière morte dans un camp d'extermination pour avoir pris chez elle un de nos postes émetteurs. Avec la phosphorescence des yeux des morts, ceux que l'on ne verra plus jamais veilleront notre dernier combattant. Alors, la croix de Lorraine de Colombey, l'avion écrasé de Leclerc, la grand-mère corse qui cachait tranquillement le revolver de Maillot dans la poche de son tablier, le dernier cheminot fusillé comme otage, la dernière dactylo morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, confondront leur ombre avec celle de notre dernier combattant. Et avant que l'éternelle histoire se mêle à l'éternel oubli, l'ombre étroite qui s'allongera lentement sur la France aura encore la forme d'une épée. Merci. Un grand merci donc à notre invitée Nathalie Gennet-Roufiac pour cette conférence passionnante, très très riche évidemment, 50 personnalités, 50 épopées de compagnons et tous les autres que vous avez parlé. Quel bel hommage évidemment rendu aujourd'hui dans nos murs à la Fondation de la France Libre. Il va y avoir peut-être des questions, on va demander à la salle si vous avez des questions à poser à notre conférencière. Oui. Oui. Vous avez évoqué le nom de BCRA M qui a été supprimé par Brossolette. Oui. Pourquoi? Alors effectivement, pardon, c'était un moment où je commençais à prendre des raccourcis dans les virages. En fait, jusque-là, on est dans une logique qui est celle de l'évolution progressive d'un service qui a été au départ un deuxième bureau, un SR, donc qui est dans une logique d'état-major militaire. Ce que Brossolette va amener, c'est que cette structure qui avait été créée de bureau de renseignement et d'action militaire, il va faire tomber le M, en considérant d'une part que le renseignement ne doit pas être limité à du renseignement militaire, mais doit être plus large, mais surtout, il va amener cette idée qui est que le renseignement n'est pas seulement un outil de commandement militaire et un outil militaire, c'est un outil de souveraineté. Donc on est à ce moment de basculement où que ce soit d'ailleurs Moulin ou lui, ils sont en train de réfléchir à l'après-guerre et à comment donner les moyens au général de Gaulle de préparer, de protéger la souveraineté de la France. Et il considère que le service de renseignement extérieur, ce que deviendra le service de renseignement extérieur, est un outil de cette souveraineté. Et on est dans la logique qui est celle du SOI, qui est rattaché au Premier ministre et pas au renseignement militaire, mais on est aussi dans la logique qui sera celle après-guerre du SDEC, et même si ensuite le SDEC sera puni en étant rattaché au ministère de la Défense, mais le lien qui continue à avoir entre la DGSE et le patron de la DGSE et l'Élysée, est aussi cette idée qu'un service de renseignement extérieur, un service spécial, est plus un outil de souveraineté, de protection de la souveraineté qu'un outil purement militaire. Et cette logique, même si ces modes d'action et ces hommes sont des militaires. Et donc cette logique-là, c'est vraiment Brossolette qui l'a formalisée en faisant abandonner le M.
c'est aussi une caractéristique qui est propre au service français. Parce que les autres services ont gardé la composante militaire et la dimension militaire, alors que les services français, et là encore je le répète, tout en gardant leurs techniques, leurs méthodes et leurs hommes issus des militaires, ont un poids dans la souveraineté nationale qui les apparente plus à un outil de la politique au sens noble et du gouvernement que purement des autorités militaires. Et ça, c'est vraiment Brossolette qui a cette intuition-là. Et le BCRA va vraiment synthétiser toute cette idée des services spéciaux qui est que désormais, action et renseignement fonctionnent ensemble. Désormais, on est dans le creuset de la clandestinité et désormais, on est à la fois un outil militaire et un outil politique. Et vraiment, le BCRA va représenter tout ceci qui est l'ADN particulier spécifique qui existe jusqu'à nos jours. Voilà, autre question? Question ou évidemment commentaire. Hein, je pense que la conférence a apporté beaucoup d'informations déjà. Alors on a notamment des représentants de la mémoire du BOA hein, qui sont là également dans la salle qu'on va saluer. On a parlé d'un cadet de la France Libre, enfin en tout cas il y a également les cadets qui sont représentés avec la délégation des cadets, les SAS également hein, de la France Libre sont bien représentés également ici avec notre délégation. Je dirais juste un mot du BOA très rapidement. C'est un des points qui est aussi intéressant, qui est que ça donne une autre image de l'action de Moulin. On a beaucoup résumé Moulin à la création du CNR, mais en fait Moulin, et c'était pas un préfet pour rien, était aussi un organisateur. Et c'était un organisateur de terrain. Et donc, il avait absolument pris la mesure de la nécessité de créer une structure permanente capable de mener et de gérer les opérations aériennes avec l'ampleur que ces opérations aériennes représentaient, à la fois en termes d'infiltration ou d'exfiltration d'agents, mais surtout avec la préparation des parachutages, qui fait que derrière, il y a une énorme structure permanente qui a été mise en place pour pouvoir repérer des terrains d'atterrissage avec des distinctions selon que ce sont des atterrissages pour des parachutages ou des terrains pour des poses d'agents ou du parachutage d'agents. Et donc, en fait, tout ceci est extrêmement pensé, organisé, etc. Et c'est aussi quelque chose de très important parce que non seulement ça change de l'image de Moulin, mais ça change de l'image des services spéciaux de la France libre. Que certains historiens qui ont surtout travaillé sur les bureaux du BCRA à Londres ont eu parfois tendance à oublier que le BCRA est aussi présent de manière permanente sur le terrain avec des structures qui lui sont directement rattachées. J'ai évoqué les réseaux, les mouvements et les maquis, mais le BOA, ce sont des structures du BCRA. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas d'autres structures de la résistance, il a ses propres structures permanentes et les réseaux actions vont finalement être la structure permanente du BCRA sur place. Donc le BCRA, ça n'est pas que les services de Londres, c'est vraiment une structure qui est en profondeur en train d'agir en France et c'est cette présence permanente qui va leur permettre progressivement d'organiser tout ce qui va être l'effort de libération à travers la préparation des plans et puis le passage à la lutte armée au moment où on bascule de la lutte clandestine vers la lutte armée. C'est vraiment toute une évolution. Tu parlais aussi de la vision de Moulin de la zone sud et de la zone nord. Avant le BOA, il y a eu la SAP dans le sud qui a déjà fait ses armes. Et lors de la création d'avril 43 du BOA, déjà, voilà, on a une idée très précise de ce qu'est une structure au moins pour les opérations d'atterrissage et de parachutage. C'est quelque chose qui est vraiment important de mesurer, c'est à quel point la chute de la zone libre et le fait que désormais on a zone nord, zone sud et plus zone libre et zone occupée,
en termes d'expérience de ce qu'a été la lutte jusque-là, on n'est pas du tout sur les mêmes réalités. Les mouvements en zone sud ont travaillé sur des questions politiques, etc. Les réseaux en zone nord ont fait de la clandestinité. Donc on est sur des expériences qui ne sont pas du tout les mêmes. Et le rapprochement des deux que veut Moulin pour pouvoir assurer à De Gaulle, d'abord pour pouvoir créer un outil d'une efficacité au niveau de l'ensemble du territoire, mais aussi pour donner à De Gaulle l'assise dont il a besoin au moment où il a du mal à s'affirmer vis-à-vis des Américains. Brossolette, lui, le voit comme un point de fragilité, et l'idée qu'il vaut mieux structurer avec des structures différentes en zone nord et en zone sud, quitte à fragiliser la position du général de Gaulle. Et il en convainc le Passy, mais les autres membres du BCRA vont même s'opposer à Brossolette et à Passy en considérant qu'ils vont contre les ordres qu'ils ont reçus, ordres qui ont été écrits en partie par Bingen. Et donc, quand à l'issue de la mission Arquebus-Brumaire, de Wavrin et Brossolette rentrent à Londres, c'est la soupe à la grimace, c'est extrêmement difficile parce que ils sont à deux doigts de considérer que Passy et Brossolette ont trahi. En tout cas, ils ont manqué aux ordres qu'ils avaient reçus. Et la violence des échanges entre Moulin et Brossolette, elle est due à deux tempéraments, etc., mais ils sont dus aussi à des enjeux qui sont des enjeux majeurs. Moulin considérant que Brossolette met en danger l'ensemble du dispositif qu'il est en train de mettre en place pour De Gaulle, et Brossolette considérant que Moulin ne prend pas la mesure du danger auquel auquel il expose tout le monde. Et de fait, l'arrestation de Moulin aurait pu lui donner raison, sauf que Brossolette tombe quelques mois après, et que par conséquent, on voit que le danger était partout, et que les deux hommes finiront, l'un et l'autre, en héros et sacrifiés. Il y avait une question, hein. Oui. Oui. Deux petites questions. De Wavrin, Passy, qu'est-ce qui a convaincu De Gaulle de le choisir lui, alors qu'effectivement, quand on regarde un peu son curriculum vitae, il n'a aucun lien avant avec les services spéciaux. Et ma deuxième petite question, alors, je réponds au fur et à mesure, sinon j'ai oublié. Ouais. Uniquement les circonstances. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a que 2 officiers qui se présentent. L'autre est plus gradé, donc il le met en chef d'état-major, et De Wavrin est moins gradé, donc il faut mettre quelqu'un à la tête du 2e et du 3e bureau, donc il lui colle le 2e et 3e bureau. Après, il écrira dans les mémoires de guerre que, à la surprise de tous, Passy a été pris, alors le terme qu'il utilise, c'est d'une passion froide pour le renseignement, c'est-à-dire que ce qui est une décision de circonstance, s'est trouvé être une circonstance heureuse et qui a eu un écho profond chez De Wavrin sur ce qui était attendu de sa part. Mais c'est vrai que, et il est probable aussi que le fait que De Wavrin n'avait pas de formation en matière de renseignement l'a rendu d'autant plus ouvert aux méthodes du SOI, puisqu'il n'avait pas les blocages qu'un officier formé aux techniques françaises aurait eu face aux méthodes de voyous, puisque c'est ce qu'on leur demandait, que pouvait avoir le SOI. Et ma deuxième question, c'est le BCRA, outil politique du général de Gaulle, les rapports du BCRA avec Alger. Alors, ça dépend de la période. Oui, en gros, c'est pour en fait, évidemment, Alger a été d'abord pétainiste et ensuite girodiste. Et on sait très bien que Alger a mis très longtemps à admettre et à rallier derrière le général de Gaulle. D'autant que les Américains ne sont pas du tout gaullistes ou pro-de Gaulle au départ. Et même au sein de l'OSS, on sait que l'antenne de l'OSS à Londres est très favorable à la coopération avec le SOI et le BCRA. Et l'antenne de l'OSS à Alger est extrêmement défavorable. Ensuite, une fois que les services auront été fusionnés, on va avoir une antenne à Londres et une antenne à Alger. Mais quoi qu'il arrive, malgré la présence à Alger, c'est toujours Londres qui décide. Et en fait, on a vraiment une mainmise de Londres, que ce soit sous la forme de Bureau central de renseignement et d'action Londres, puis après, lorsque se mettra en place l'état-major FFI, il n'empêche que c'est quand même toujours Londres qui a la main sur Alger.
Mais les deux sont organisés très clairement avec, par exemple, des répartitions des zones de parachutage. Il y a toute une zone, il y a une délimitation qui fait que en zone sud, on parachute depuis Alger. En zone nord, enfin, c'est pas, quand je dis zone sud, j'ai tort parce qu'on a l'impression que je reprends les termes de la ligne de démarcation. Disons qu'au sud de la France, les parachutages viennent essentiellement d'Alger. En zone nord, dans le nord de la France, essentiellement de Londres. Mais c'est Londres qui a la main, quoi qu'il arrive, et pas Alger. Merci. Eh bien, merci beaucoup, évidemment. On a envie de vous demander, Nathalie Genero-Fiac, pour terminer. Les compagnons de l'ombre, ils sont restés très longtemps dans l'ombre, si je puis dire. On a vraiment constaté qu'on en a su beaucoup plus récemment et que le travail d'histoire que vous avez pu faire avec certains de vos confrères est assez récent. Et finalement, est-ce qu'on continuera à en apprendre là? Est-ce qu'on en sait suffisamment maintenant? On en est où de la découverte finalement de ce PCRA, de ces services spéciaux et de ces fameux compagnons de l'ombre? Alors c'est le grand plaisir du métier d'historien, c'est qu'on est sûr qu'il y aura toujours des nouvelles découvertes et qu'on n'est qu'une étape dans la connaissance des sujets. Mais sur ce sujet-là, c'est particulièrement vrai. Déjà très clairement, le fait que nous ayons pu utiliser les archives anglaises a été un apport très important, sauf que nous n'avons pu utiliser que les archives du SOI et pas les archives de l'Intelligence Service, et qui n'étaient pas ouvertes, et qui a beaucoup protégé ces archives parce que tous les réseaux mis en place par l'Intelligence Service n'ont pas été démontés en 1945 et donc par conséquent une bonne partie des archives ne sont pas accessibles de manière à ne pas savoir quel a été le mercato entre les réseaux travaillant au profit de l'Intelligence Service et ceux qui ont continué à travailler après. Donc là il y a déjà un potentiel énorme. Après il y a plein de questions très ponctuelles sur lesquelles on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis par ailleurs, on n'a pas encore, enfin moi en tout cas, on n'avait pas utilisé des archives américaines et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et je pense que l'action de l'OSS en France, même s'il y a déjà une thèse sur le sujet, il me semble que c'est un sujet sur lequel on n'a pas fini d'en apprendre vraiment beaucoup. Et puis il y a des choses très ponctuelles, mais par exemple, on n'a jamais retrouvé le corps de Bingen. Il y a des cas de compagnons dont on ne sait pas réellement quel est le sort final. On n'a pas retrouvé, voilà, il y a un certain nombre d'entre eux. Et je pense qu'on a aussi des choses qui, aussi bien dans la compréhension globale que dans le cas individuel et le sort individuel, restent encore à découvrir. Bien, donc l'histoire continuera à avancer, effectivement, à s'enrichir grâce à tout ce travail. Merci beaucoup alors d'être venu aujourd'hui à la Fondation de la Francine. On va encore applaudir notre conférencière Nathalie Genero-Fiac. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.